Oh ben moi, au départ, quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas tomber plus bas, mais finalement, les juges arrivent à toujours nous faire tomber beaucoup plus bas. Celui qui est squatté, si vous êtes squatté un jour, votre rire s'arrêtera net. Hein. Ah bah, moi, je pense que de toute façon, ils iront beaucoup plus loin. Je ne suis pas en désaccord avec le tweet d'Alliot qui dirait la prochaine fois, ils vont demander à une obligation de remplir le frigo la prochaine fois. Le point que je vois, c'est qu'il y a une continuité dans les décisions de justice et notamment dans les décisions du Conseil constitutionnel et des magistrats, de la Cour de cassation et du Conseil d'État. C'est-à-dire qu'on pratique l'inversion des valeurs. On pense davantage à la sécurité et la réinsertion du potentiel criminel ou du délinquant plutôt qu'à la sécurité de la victime. On pense davantage aux droits des délinquants qu'aux droits des victimes. Et là, c'est tout à fait normal, dans cette suite logique, qu'on pense davantage aux droits du squatteur que du droit du propriétaire. Vous avez une sorte de fil conducteur et un fil logique, en fait, dans les décisions françaises. On est tellement garant de l'état de droit qu'en fait, l'état de droit a été dévoyé, jusqu'au point où maintenant, pour l'état de droit et pour les principes juridiques, on va projeter davantage les droits du squatteur, qui, je le rappelle, est en faute, que les droits du propriétaire. Mais ça va se poursuivre sur un ensemble de sujets. Hein. Vous avez déjà ça sur les peines de justice, vous avez ça sur l'ensemble des points de société, et je pense qu'on ira beaucoup plus loin en raison des principes juridiques qui nous habitent. Oui. On ne peut pas faire en sorte que le champ de Mars devienne un champ de ruines. C'est pas possible. C'est l'image de Paris, c'est l'image. Vous avez vu la liste que je vous ai faite ? Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de trouver des solutions en un an. On est quand même un pays qui a fait partie des 5 à 6 puissances mondiales depuis plus de 1000 ans. Si on n'est pas capable de sécuriser une ville en vue des JO, on n'est plus une grande puissance. Le point essentiel, c'est est-ce qu'on est capable de reprendre la main pour faire en sorte d'assurer la sécurité et la tranquillité du territoire partout en France. Le point essentiel de ce que vous voyez avec les champs de Mars, c'est que l'art de vie à la française est menacé partout à cause des caïds, des gangs et des personnes qui ne savent pas se comporter normalement. Et le point dessus, c'est qu'il faut pouvoir faire en sorte que les personnes puissent se comporter et se balader où est-ce qu'elles veulent. Et pour ça, ce qui a fonctionné pendant les émeutes et ce qui a fonctionné le 14 juillet, c'est la présence policière. Donc si par cas on veut faire en sorte que les champs de Mars... On va pas mettre 45 000 policiers et gendarmes aux champs de Mars. Pendant un an pour les JO. Il y a champs de Mars. Ensuite après vous pouvez demander à la sécurité de la Tour Eiffel. Vous pouvez demander à la sécurité de la Tour Eiffel, de payer des agents de sécurité privés pour les stationner autour de la Tour Eiffel. Allez, on passe à Gabriel Attal. Voilà. Et si dur avec Pape Ndiaye. Ah oui, moi, Pape Ndiaye, je suis très clair. Il fait partie du trio de la déconstruction avec Payon et Belkacem. C'est le trio des nuls. Voilà, c'est le trio qui a tout déconstruit. Donc Gabriel Attal, moi je suis bien d'accord avec Michel Taube, mais il ne peut pas rectifier en une semaine ce que ces 3 personnes ont déconstruit en 6 ans. Parce que c'est pas uniquement... Non, là, il donne des signaux. Ah mais il donne des signaux, mais c'est pas uniquement qu'ils ont été aux abonnés absents, Pape Ndiaye, c'est que sur un ensemble de sujets, il a démoli l'éducation publique. Parce que l'école française était déjà en déclin. Et Pape Ndiaye a accéléré ce déclin de manière de plus en plus intensive. L'autre point sur Gabriel Attal, c'est qu'il tente de faire, moi je pense, un peu comme ce que fait Darmanin à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il essaie d'être présent sur tous les sujets, d'avoir une certaine réactivité pour pouvoir répondre à l'ensemble des points directement. Or, la question qui est posée à Gabriel Attal, c'est est-ce qu'il arrivera à mettre une politique éducative cohérente, basée sur l'enseignement des savoirs fondamentaux, le niveau des élèves, et mettre fin au pédagogisme qui a coulé l'éducation française. Est-ce que vous allez prendre le train volontaire en homicide routier, même si on ne change pas l'échelle de la peine ? En politique, vous avez 2 choses, le symbole et les actes concrets. D'un point de vue symbolique, il est normal que lorsque vous commettez par le biais d'un accident, soit sous l'emprise de stupéfiants, soit parce que vous êtes alcoolisé, un décès, on n'appelle pas ça un homicide involontaire de la part de la famille des victimes. Si par cas il y a des victimes, vous imaginez si par cas vous êtes dans une voiture, que vous perdez votre conjoint ou votre conjointe ou vos enfants dans un accident de voiture et que... Aujourd'hui encore, on appelle ça homicide involontaire. À l'heure actuelle, c'est-à-dire que si par cas l'affaire est jugée, ce sera un homicide involontaire. Et c'est le chef Yannick Aleno qui est monté en première ligne dans les médias pour dire que c'était totalement insupportable. Tout à fait. Donc d'un point de vue symbolique, c'est intéressant. D'un point de vue concret, moi je pense que ce n'est pas proportionné. Tout simplement parce que ce qui fonctionne en France et ce qui devrait fonctionner, c'est le principe de responsabilité. C'est-à-dire que lorsque vous commettez un acte, la peine que vous devez à la société et la peine que vous devez réparer à la victime soit proportionnelle aux dégâts que vous avez causés. Lorsque vous conduisez maladroitement ou vous conduisez sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool et que vous conduisez à un décès de quelqu'un ou à une paralysie à vie, est-ce qu'il est normal de faire seulement 1 an, 2 ans ou 3 ans de prison? Il faudrait que la peine que vous causez soit proportionnelle aux dégâts que vous causez. Ou pas ? La France est dans une crise institutionnelle, mais pas en raison de l'affaire de Dupond-Moretti. C'est en raison de la fronde ou des arrêts maladie de la police, parce on va en parler dans un instant. Le pouvoir politique n'est pas capable de tenir, mais c'est un autre sujet. Moi, je vais être très simple. Éric Dupond-Moretti est l'un des ministres de la Justice les plus mauvais de la 5e avec Taubira. Donc moi, je pense qu'il ne devrait pas rester. Par contre, je pense qu'il faut se battre au nom de principes. Et qu'en l'occurrence, pour ces principes-là, je pense qu'il doit rester ministre de la Justice et je vais expliquer pourquoi. Si par cas... En 3 points ou pas ? Non, même pas un seul point. Si vous dites que Dupond-Moretti
doit démissionner, doit être exfiltré dans le cadre d'un remaniement ou doit partir avant un procès, vous remettez en cause la présomption d'innocence. C'est-à-dire que c'est les juges qui décident et qui reprennent la main sur le pouvoir politique et qui décident qui est capable de rester ministre ou pas. Or, les seuls capables de dire qui doit rester ministre ou pas, c'est le peuple français qui doit décider à travers une élection, que ce soit l'élection du président de la République ou l'élection législative pour pouvoir démettre un gouvernement. Or, Éric Dupond-Moretti, pour l'instant, est présumé innocent. Et en l'occurrence, il est en capacité de se défendre. C'est quand même très compliqué d'avoir un garde des Sceaux qui représente quelque part les magistrats, qui va être jugé par la CJR. Vous inquiétez ça pas. paraît quand même complètement incompatible. D'une part, les députés seront indépendants. C'est pas tenable, vous dit un ancien magistrat. Et deuxième point, moi, je pense que les juges ont démontré ces derniers temps, et notamment sur l'affaire qui nous occupe, notamment sur celle des policiers, qui sont très indépendants du pouvoir politique, qui sont capables de prendre des décisions contre le pouvoir politique, que ce soit le Conseil d'État, que ce soit la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Vous savez très bien, Georges, que les magistrats s'inscrivent de plus en plus quasiment en opposition contre le pouvoir politique. Il y a des principes. Il y a des principes, mais souvent la justice a eux-mêmes bafoué ces principes. Vous étiez, je crois, député à l'époque de Nicolas Sarkozy. Combien de fois la justice s'est exprimée directement contre la politique de Nicolas Sarkozy en rompant l'indépendance, enfin la séparation des pouvoirs entre justice, à voter contre lui. Appelé à voter contre lui. Ça continue, le syndicat de la magistrature fait des communiqués toutes les semaines contre Éric Dupond-Moretti, justement. Et ensuite, après, il y a un autre point que moi je souligne. Pourquoi est-ce que l'indépendance de la séparation des pouvoirs s'applique uniquement lorsque le pouvoir exécutif fait des commentaires pour soutenir les policiers, mais n'ont pas exprimé cette séparation des pouvoirs contre Emmanuel Macron lorsqu'il a parlé de faute inexcusable et injustifiable sur le policier qui a conduit au décès de Noël, et pareil pour Elisabeth Borne. Donc c'est uniquement dans un sens, lorsque les décisions du pouvoir politique sont contre les policiers, ils sont pour, et malheureusement, quand ils viennent défendre les policiers, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. L'autre point que je vois sur la question de Darmanin, est-ce que Darmanin est seul contre tous ? Non, moi, c'est justement la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il marche seul ?